je suis l'agneau sacrifié parmi ces millionnaires qui aujourd'hui, bon, je rigole un peu en disant ça, là. Puis regarde, en ce moment, Porsche me barrait parce que je suis allé dénoncer une situation qui se passe chez les concessionnaires qui me lève le cœur. Mais ce que je déteste le plus essayer dans mon métier, c'est des voitures de grand luxe. Je me sens entre gros guillemets, là, des véhicules de douchebag, là. Pourquoi on a des véhicules aussi chers? C'est pas parce que les manufacturiers sont pas capables de faire d'argent avec le produit en tant que tel. C'est parce qu'il faut qu'ils payent la retraite de leurs employés syndiqués. Oui. Aujourd'hui, la personne qu'on reçoit à notre podcast est une personne qui est très reconnue dans le secteur automobile et qui ne se gêne pas pour dire ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, Antoine Joubert, habituellement animateur, et je prends son poste pour animateur. On va avoir un co-animateur, André Gamelin, qui a fait plusieurs années avec Antoine aussi. Oui, on s'est connus dans le passé. On a fait des relations avec RPM et aussi un partenaire depuis longtemps avec Pièces Autosuper. Ben on oui, a absolument. commencé à graduer ensemble. Et c'est un journaliste automobile émérite, qu'on peut dire. On trouve que c'est quelqu'un de très connaissant dans son domaine. Et il conduit aussi quelques voitures, des dizaines, des centaines, des milliers, mais ça, on va en apprendre combien plus tard tu en as conduit. Je suis plus confortable dans l'autre chaise d'habitude. Je sais pas où vous allez, mais c'est correct. Moi, je me prête au jeu. Je dis rien, là. Mais on s'est entendu, des questions indiscrètes, c'est pour la fin. OK. OK. Bon, Au début, on va commencer tranquillement. OK. Ouais. Comment tu as commencé dans le secteur automobile pour commencer, Antoine? Mon Dieu, j'aime l'auto depuis que je suis en mesure de le dire. J'ai toujours aimé les voitures. Ça a été quelque chose de inné. J'ai toujours dit à la blague que mon père m'avait transmis la passion de quelque chose, non pas sa passion à lui qui était la musique, parce que mon père était musicien et absolument pas fan d'automobile, mais un jour, il m'a acheté des Matchbox, puis la sauce à pogner, comme on dit. Depuis ce temps-là, je suis passionné d'automobile sous toutes les formes. Ça m'a pris quand même un certain temps avant de comprendre où je me dirigerais, comment j'exploiterais cette passion-là. Ça m'a même pris du temps de comprendre comment je pouvais gagner ma vie dans le domaine parce que je me voyais pas vendeur automobile. Je savais pas trop où me diriger. Personne de près ou de loin dans ma famille travaillait dans le monde de l'automobile. Et donc, au final, je me suis retrouvé devant une proposition d'aller étudier dans un collège où on enseigne business marketing automobile en Ontario. Le déclic s'est fait là. C'est sûr que j'étais jeune, primaire, secondaire. Je dessinais des voitures. J'ai joué avec des voitures. J'en ai repeinturé, modifié. Dès que j'ai eu l'âge d'avoir une auto, même si j'avais aucun moyen financier, je me suis acheté une minoune puis j'ai commencé à bricoler un peu avec ça. Au secondaire, j'avais commencé à écrire des textes dans le journal étudiant que probablement il y a juste moi qui lisais parce qu'il y a une chronique de Lada Niva dans le journal étudiant à l'école Marcel Landry. Je pense pas que ça parlait à grand monde. J'avais un professeur qui s'appelait Sylvain, j'oublie son nom de famille, mais je m'étais fait à la dactylo en 92 et en 93 des guides de l'auto que j'avais relié avec une reliure tire-bouchon, là, littéralement. J'avais tout écrit ça à la dactylo, je mettais des photos. C'est mon prof de français en fin d'année qui le corrigeait, puis qui me remettait l'espèce de manuscrit que j'ai encore à la maison. Fait que oui, j'avais ça, cette passion-là déjà, mais je pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je serais capable de faire ce métier-là. Il n'y avait pas de porte d'entrée, il n'y avait pas d'école. Puis je l'ai souvent dit, là, mais je savais que Jacques Duval demeurait pas loin de chez moi. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai pris mon vélo, mon bicycle de montagne pour me rendre chez lui puis essayer de le rencontrer en cognant à sa porte. Ce qui n'est jamais arrivé parce que c'est tout le temps sa femme qui répondait à l'époque. Il demeurait sur le bord de la rivière Richelieu, pas loin du golfe de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour ceux qui connaissent le coin. Alors, j'étais allé là à quelques reprises, mais en vain. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plus tard par l'intermédiaire d'un ami avec qui j'ai étudié au collège. Alors, les choses se sont dessinées un peu comme ça. Mais pour devenir chroniqueur automobile, y a-tu des cours, savoir comment parler devant la caméra? Rien du tout. Chroniqueur automobile, c'est sûr que, bon, j'ai toujours été pas pire avec le français, ce qui m'a aidé.
Puis évidemment, c'est mes connaissances automobiles que je mettais à l'écrit. Je te dis pas que j'écrivais très, très bien au début, puis je te dis pas que j'ai encore aujourd'hui une plume extraordinaire, mais je me débrouille bien de ce côté-là. Parler à la caméra, ça m'a pris du temps. Honnêtement, je me souviens d'avoir fait des émissions, pas à MaTV, mais à Canal Vox, ça s'appelait à l'époque, qui était la chaîne régionale Vidéotron. de Vidéotron, exactement, de CFTM10 ou TVA dans le temps. Là. On recule loin, mais il y avait une émission du Guide de l'auto à l'époque qui était animée par Hugo Saint-Cyr. Puis je te dirais que mes premiers spots télé se sont faits là et que je n'étais pas à l'aise. Ça doit être angoissant un peu au début, là. Non, je n'étais pas intimidé, j'étais juste pas confortable. J'aimais pas ça. OK. Puis ça m'a pris énormément de temps avant d'aimer ça. Mes premières années à RPM, je pense que ça paraissait, là. J'étais pas à l'aise, j'aimais pas ça, je me sentais pas en confiance, j'avais pas le delivery que je souhaitais avoir. Donc, ça a pris énormément de temps avant que j'y trouve pas juste une aise, mais un plaisir à le faire. Moi, j'ai toujours aimé l'écrit, j'ai toujours adoré la radio, qui est un média qui, encore aujourd'hui, me fascine. C'est pour ça que la formule podcast, j'aime ça, parce que je suis moi-même un consommateur de podcasts, j'en écoute, j'aime voir les angles, puis t'es un petit peu, bon là, on est filmé, je comprends, mais on n'est pas sur un plateau de télé avec la pression qui vient On est avec, naturel. Ben oui, on est complètement naturel, c'est ça. C'est pas du tout la même chose. Puis à la radio, je trouve que c'est un média qui est magnifique et qu'on n'exploite pas toujours aussi bien que ce qu'on devrait le faire. Dans ce sens que il y a des modèles d'affaires à la radio aujourd'hui. Je pense que la radio est en train de se transformer, puis que les podcasts vont prendre de plus en plus de place. Puis ça, c'est un nouveau média que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que la télé ne s'en va pas en pente ascendante. La télé telle qu'on l'a connue, là, ça se peut que ça change complètement, mais il y a une transformation dans les médias en ce moment qui est évidente, là. Puis si tu ne suis pas la parade, t'es faite. Alors, ça a été ça un peu aussi, ma façon d'évoluer au fil des années, c'est que j'ai commencé à l'écrit sur un site web, puis l'Internet, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, tout le monde riait de ça. « Ah, c'est temporaire, c'est une mode, ça ne durera pas. » On se faisait dire ça, là. Par les manufacturiers automobiles qui nous prêtaient des voitures au début. Moi, je me souviens, là, chez Suzuki, chez Daewoo, chez Honda, au début des années 2000, on me prêtait des voitures, alors que chez GM, Mazda, on me disait « Ben non, ton média n'est pas assez important. » Puis bon, à l'époque, c'était peut-être un peu vrai, là, mais il fallait commencer quelque part. Mais l'Internet, c'était considéré comme un média très, très, très secondaire. Si tu faisais de la radio, de la télé ou tu t'écrivais dans un journal, là, ça marchait. Pas besoin de te dire qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement la même chose. Là. Non, ça a complètement Alors, ça a changé changé énormément. Ouais. Vu que tu es un passionné, on voit des jeunes qui regardent Antoine Joubert. Puis là, tu es une inspiration pour eux autres. Quel conseil tu lui donnerais s'ils veulent embarquer dans le métier? Le premier, c'est le français. OK. Moi, ce qui m'horripile, c'est de voir la qualité du français se dégrader à un niveau qui est incroyable. Je reçois des courriels de professeurs avec des fautes aux 3 mots. J'écoute les jeunes. Et puis, je ne juge pas... Non, je comprends. Je ne juge pas le français que les jeunes utilisent aujourd'hui parce que je considère, contrairement à l'Office québécois de la langue française, qu'une langue évolue. On ne parle pas français aujourd'hui de la même façon que les gens parlaient français dans les années 60, 70 ou 80. La génération de ma mère roulait ses airs, avait un vocabulaire qui est complètement différent du nôtre aujourd'hui. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est pire. Je dis que la langue évolue avec la culture, avec le Québec qui se transforme aussi. Puis c'est correct qu'on ait des nouveaux mots, puis qu'il y a des mots qui disparaissent, puis qu'il y a des conjugaisons qui changent. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un minimum de langage. Puis je pense que dans le podcast, il y a beaucoup de podcasts populaires où le niveau de langage est limite ordurier. Je pense qu'il faut que tu commences, si tu veux être chroniqueur automobile, d'abord par avoir un français qui est potable, à l'écrit comme au parler. Je vais te poser une question. On vit au Québec.
on sait qu'on est entouré d'un monde anglophone. Ouais. Tu sais, pour avoir fait RPM, des fois, on reprenait ce qu'on appelle des takes, pour pas dire le mot, parce qu'on avait prononcé un mot en anglais. Genre, au lieu de dire un essuie-glace, on s'est échappé, on a dit un wiper. Ouais. Comment est-ce que tu acceptes ça dans le domaine? Dire un réservoir d'essence, une tank à gaz, si tu jugé comme mal prononcé, comment est-ce que tu accepterais ça, toi, Antoine? De la pièce automobile, des termes de mécanicien, ça va pour moi, là, c'est correct. Okay. On peut faire l'effort, mais quand ça devient incompréhensible pour la majorité des auditeurs, ben c'est là que tu décroches. Les gens ne savent pas ce qu'est un joint homocinétique. Les gens savent ce que c'est un cardan. Bon, fait que tu vas utiliser... Ça, c'est acceptable. Tu vas utiliser... Mais c'est ça. Mais on prend des employés chez nous qui est plus jeune, puis il me dit « Hey, va chercher ma whip. » J'avais aucune idée c'était quoi. C'est « Va chercher ma voiture. » Mais c'est là qu'on est rendu loin. Là. Mais c'est ça qu'on veut pas. Puis moi, c'est pas juste des anglicismes. Tu sais, un anglicisme, ça fait partie du langage. Puis s'il y a bien des gens qui n'ont pas de leçons à nous donner là-dessus, ce sont les Français, là. On s'entend-tu? Ils utilisent 2 fois plus d'anglicisme que nous, du côté de l'Europe, du côté de la France. Mais d'avoir un niveau de langage qui se tient minimalement, des conjugaisons de verbes, des cancons, des si j'aurais, des trucs comme ça, quand t'es chroniqueur, ça marche pas. Monter ta phase. Voilà. On va aller un peu plus dans ton métier, Antoine. Le désavantage, parce que quand on te regarde là, dans tes vidéos, hey, c'est hot, tu chauffes des belles voitures, il est partout dans le monde. Mais c'est quoi le vrai désavantage de ton métier? Nous, ça a l'air 100% merveilleux. Là. Ben non, parce qu'écoute, les gens voient bien ce qu'ils veulent voir, là. Tu sais, il y a beaucoup de travail qui vient avec ça. Puis ça, c'est propre à tous et chacun, là. Il y a des jeunes qui vont compter leurs heures, puis qui vont accumuler leurs vacances, puis qui... Tu sais, moi, je suis pas là pour dire que je détiens la vérité. J'ai déjà eu ce débat-là avec un ancien collègue qui, lui, vivait pour travaillait pour vivre, alors que moi, je considère peut-être que je vis pour travailler. Puis il y a une vérité quelque part dans le milieu. Ça, c'est propre à chacune des personnes. Alors, puis il y a une question générationnelle aussi là-dedans. Mais... Est-ce que tu fais combien d'heures semaine environ? Je le sais pas. Plus que 40 heures. Je compte pas ça. J'ai jamais compté ça. Moi, le travail, il faut qu'il soit fait. Puis, il faut juste... Je suis assez dur avec moi-même, puis je m'amène parfois à la limite de la fatigue, là, je le sais. Puis il faut que je prenne soin de moi, puis je me vois vieillir, puis je me vois prendre du poids, puis je me vois... Bon, fait que je te dis pas que j'ai un rythme de vie parfaitement sain, mais ça vient... Tu sais, la grosse partie du travail, c'est de faire la recherche, d'être bien outillé pour livrer mon contenu, d'essayer de le faire le plus possible et de m'adapter aux nouvelles réalités. Je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Si je m'étais assis sur mon derrière puis que j'avais juste décidé d'écrire, bien, quand est arrivée la COVID, là, j'aurais fait quoi? Tu sais, le podcast de La Grosse Brune, aujourd'hui, cumule 70-80 000 écoutes, le seul podcast en lui-même, à part les Reels qui l'entourent, puis les écoutes sur les plateformes de podcast. Mais tu sais, on a commencé ça parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Puis parce qu'on ne voulait pas sombrer dans l'oubli comme bien d'autres gars de mon métier. Mais t'as-tu t'adapter à la nouvelle génération aussi dans un certain sens? Les moi, changements je me suis assis dans ma minoune avec Germain. On a planté le téléphone là avec une suce à 10 $, puis on a commencé à parler, pas de micro. Puis aujourd'hui, on a plus de 230 podcasts d'enregistrés. On savait même pas que ça s'appelait un podcast dans ce temps-là. Oui. Tu sais, et le terme existait à peu près pas. On l'a commencé comme ça, random, puis ça fait boule de neige tranquillement. Mais si j'avais pas fait ça, ben, où j'en serais aujourd'hui? Tu sais, aujourd'hui, j'ai un YouTube avec plus de 50 000 abonnés. Mon Facebook est devenu une grosse carte de visite pour moi, est devenu un média. Alors, tu sais, puis tout ça, ben, ça m'a permis aussi de pouvoir fournir du contenu à Québécois d'une façon différente. Mais de se diversifier en travaillant sur différents types de réseaux sociaux, sur de la radio. Tu sais, c'est sûr que si c'était juste le Journal de Montréal puis le site web du Guide de l'auto, ben j'ai des collègues qui font ça, mais qui n'ont pas la même visibilité de métier que ce que je peux avoir aujourd'hui. Tu gagnes la notoriété que les autres ne gagnent pas non plus. Oui, bien, c'est pas tant une question de notoriété que de vouloir se diversifier puis de toucher à différentes affaires. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la photo. J'en fais moins qu'avant parce que j'ai moins le temps,
Mais j'adore ça, prendre un après-midi, partir avec une voiture que j'ai pris soin de nettoyer adéquatement et de trouver un beau spot, de savoir que la lumière est parfaite, puis de commencer à faire mes photos. J'adore ça. Ça tombe bien, on va te parler de voiture. Parce que tu es un petit peu fatiguant avec ta collection de voitures. Je trouve que ça s'agrandit. Ça n'a pas de bon sens. Elle grandit tout le temps. Donc, tu dois passer un certain temps avec tes voitures. Pas tant. Mais combien tu vas en posséder au long de ta vie et qu'est-ce que tu fais avec ça? En fait, j'ai pas d'objectif de les accumuler. Je te dirais qu'en ce moment, je suis plus en mode vente qu'en mode achat. C'est de bon temps. Tu sais, il y a des voitures, je fais, bon, ben elle, je l'ai eue, je l'ai aimée, j'ai trouvé ça cool, j'ai fait le contenu que je voulais faire avec, c'est parfait. Je la vends, ça va. Il y en a que je ne vendrai pas, je le sais, mais il y en a d'autres. Tu sais, j'ai pas un attachement viscéral à une voiture au point de dire ça, je ne vendrai jamais, jamais ça de ma vie. Okay. C'est sûr que la grosse brune, qui est probablement la plus laide de toutes les voitures que je possède. C'est un attachement. Tu sais, ben, c'est une carte d'affaires. C'est rendu une carte d'affaires. Mais tu sais, puis j'ai une petite Rabbit GTI. J'ai toujours voulu avoir une Rabbit GTI comme celle-là. Je l'ai cherchée des années de temps. Je l'ai trouvée. Je l'ai payée beaucoup trop cher. Fait que de toute façon, la revendre, ça n'aurait pas... Mais il y en a-tu que tu achètes pour faire de l'argent? Oui. Ouais? Il y en a que je sais que c'est juste, ah oui, c'est un bon deal, je vais l'acheter, je vais en profiter un peu, puis je vais la revendre plus tard. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, c'est un plaisir coupable en même temps. Fait que les voitures, tu sais, oui, j'en ai eu jusqu'à 35 peut-être. Là, j'en ai un peu moins. C'est sûr que c'est de la gestion. C'est des batteries qui tombent à terre. C'est des batteries qui tombent à terre. Oui, t'en sais quelque chose. Il y a un entretien, c'est sûr, sur des voitures qui sont plus anciennes. Oui, mais ça te permet de vendre des chargeurs intelligents aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu en as quelques-unes que tu ne devrais pas te débarrasser? Une que j'aime, mettons, que je voudrais garder plus longtemps. J'ai 2 vieilles GTI que je ne voudrais pas vendre. J'ai une Honda CRX que je ne voudrais pas vendre. Écoute, j'ai acheté une Camaro en 2022. À un certain moment donné, je me suis dit, je vais vendre ça. Là, pour l'instant, tu sais-tu quoi? J'adore cette auto-là. Elle a aussi la qualité d'être payée, ce qui fait que j'aime particulièrement ça. Tu sais, fait que... Mais je dirais jamais. Parce que les goûts changent, la vie est trop courte. Oui. Moi, j'ai vraiment... Tu sais, je voue un immense respect aux gens qui sont capables d'acheter une voiture puis de la garder 50 ans, puis de jamais changer leurs habitudes, de rester ancrés sur un seul et même objet. Tu sais, moi, j'aime trop l'automobile pour ne pas pouvoir y goûter sous toutes ses formes. Puis, tu sais, je dis à la blague avec mes amis que j'ai eu une carence de belles voitures, quand j'étais jeune, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'achète toutes celles que je voulais dans le temps. Là. Mais c'est la passion de ta vie qui continue. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas de réponse. Tu sais, la Rabbit GTI, elle sera probablement jamais à vendre, jusqu'à ce que je décide de la vendre. Tu comprends-tu? OK. J'ai pas... Tu es un petit peu volage aussi. J'étais un petit... en automobile. Oui, non. C'est ça. puis avoir toutes ces voitures-là, comment tu fais pour rester objectif quand tu fais une évaluation sur un Toyota Yaris que la semaine passée, tu as eu un Range Rover avec des bancs massage et tout le kit dedans? C'est très facile. Ça, pour vrai, moi, j'ai beaucoup plus de difficultés. Puis ça, il y a des chroniqueurs automobiles qui te diraient carrément le contraire. Mais ce que je déteste le plus essayer dans mon métier, c'est des voitures de grand luxe. Pourquoi? Des voitures où il n'y a aucun aspect rationnel qui entre en ligne de compte. Et c'est une affaire qui me manque que de pouvoir essayer des voitures outils, des voitures de base. Des Yaris, des Fit, des Rio, des Accent, ça n'existe plus. J'adorais comparer ces voitures-là parce que là, il y avait une vérité franche, il y avait un aspect très pragmatique dans ces autos-là. Puis aujourd'hui, le pragmatisme se trouve dans des véhicules à 45 000 $, des CR-V, des RAV4, des Rogue puis des Escape. Tu sais. Mais aller essayer une BMW B7 Alpina puis un Range Rover autobiographie,
OK, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, quand bien même que je t'explique que c'est pas un bon achat parce que sur le plan financier, il y a une dépréciation puis que la fiabilité, si le gars veut l'acheter, Il va l'acheter parce qu'il a les Tu moyens. C'est un comprends-tu? assez spécial comme voiture. Puis il y a de plus en plus de véhicules de grand luxe pas achetables puis de moins en moins de véhicules pragmatiques et accessibles. Puis quand tu regardes ça fondamentalement, mon métier, je le fais pourquoi? Je le fais, oui, d'un côté pour faire rêver les gens, Oui. mais je le fais aussi pour conseiller des gens. Ben oui. Puis C'est une partie importante. les questions qui sont plus pragmatiques, ce sont tout le temps les mêmes qui reviennent. La Subaru Crosstrek, le Toyota BZ, la Chevrolet Bolt. Je devrais-tu acheter un F-150 avec un 5.3 ou un Ford avec un 3.5 EcoBoost ou un Sierra avec un 5.3? Tu sais, c'est des questions plus pragmatiques comme ça qui reviennent. Limite, tu dis, c'est que je vais donner moins d'informations qui vont vraiment correspondre à une personne qu'il y a 5 ans. Puis tu sais, t'essayes une Porsche 911, là. C'est dur de trouver des défauts à ça, là. Oui. À part le fait que Porsche fait juste monter les prix sans arrêt. Puis oui, il y a des affaires qui me plaisent moins sur certaines versions. Tu sais, là, on commence à tomber dans l'hybride, fait qu'on rajoute du poids. Fait que, puis moi, je veux dire, je suis pas... En fait, ce que j'aime pas en automobile, ce qui est très à la mode, et particulièrement au Québec, où les gens veulent montrer leur tatou puis leur portefeuille, là, c'est tout ce qui s'appelle véhicule, je me sens de gros guillemets, Ouais. là, les véhicules de douchebag. Là. C'est moi, un Bentley Bentayga orange, non merci. Tu comprends? T'achètes ça pour flasher, ça me parle zéro. Après ça, le même produit, plus sobre, plus discret, là, je vais essayer de trouver les qualités, puis il y en a. Parce qu'un Bentley, la finition, c'est extraordinaire, bon, etc. Mais, tu sais, moi, j'aime des voitures de puristes, j'aime des voitures de connaisseurs. Fait que si tu me parles d'une Porsche 911, parle-moi pas de la GT3 RS que tout le monde veut avoir parce qu'ils savent que ça va prendre 100 000 de valeur. Parle-moi de la 911T. Celle qui est la moins puissante, mais la plus légère, puis qui est tellement tripante à conduire. Ça, tu me parles. Puis quand je dis aux gens qu'une Mazda MX-5, c'est une des meilleures voitures au monde, toutes catégories confondues, il y a bien du monde qui rit. Prends le volant de ça, va te promener, puis essaye de me trouver un équivalent à moins de 100 000 $ qui est capable de te procurer un si haut niveau de plaisir de conduite. Moi, ça, c'est des facteurs qui me parlent énormément en automobile. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de véhicules de grand luxe qui me déçoivent à outrance. Des véhicules à 150 200 000 $ que je trouve insignifiants, ordinaires. Pire que d'autres qui te déçoivent plus souvent? Ah, écoute, la dernière BMW de série 7, moi, je suis comme, mais non, tu peux pas être sérieux, là. C'est horrible. Sous toutes ses coutures, il n'y a rien de bon là-dedans. Tu le sais que ça va toujours être brisé, qu'il y a des craquements, que c'est inutilement lourd, que le design est affreux. Tu sais, bon, rendu là, c'est une question de goût. Il y a des gens qui vont l'acheter quand même. Mais il y a des camions, là, qui tu fais... Tu sais, les gens achètent des véhicules à des prix qui n'ont aucun sens. Tu sais, j'ai envie de te dire un G-Class de chez Mercedes-Benz, là. Tout le monde triple là-dessus, là, un G63 AMG. C'est un bel objet. C'est solide. As-tu déjà conduit ça? C'est juste désagréable. Ouais. Il n'y a rien d'agréable à conduire ça, là. J'ai beaucoup plus de plaisir à être assis dans un Lexus RX, mais c'est pas aussi beau. Mais non, ça c'est flash pas pas aussi autant. glamour. Tu sais? Fait que rendu là, c'est une question de goût, mais il y a beaucoup de véhicules de grand luxe qui me déçoivent énormément. Il y a des voitures de base qui sont ordinaires aussi. Mais quand tu me demandes comment est-ce que tu fais pour passer d'une Yaris à un Range Rover, il n'y a rien de plus facile. La Yaris, pour moi, c'est un travail beaucoup plus facile d'analyse à faire qu'un véhicule à 200 000 $. Ça, c'est sûr. Puis il rejoint beaucoup plus de monde. Puis ça rejoint beaucoup plus de monde. Tu sais, moi, c'est incroyable, là. Je le sais. Puis ça, c'est l'autre truc. Tu sais, sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, je le sais que la plupart des contenus Toyota vont être super populaires, donc vont ramener plus de vues, plus de revenus. Alors que je le sais que je vais faire un essai d'une Jaguar, d'une Volvo ou d'une Mercedes, ça va tirer pas mal moins.
Oh, j'aurais pensé Mais le est-ce contraire. est-ce que je vais m'empêcher de faire un contenu Jaguar parce que je sais que ça va moins tirer? Non. On peut aimer rêver aussi. Tu sais, on peut aimer rêver aussi. Ah, mais je veux dire, regarde, je ferais un contenu sur un Volvo XC60. Personne ne va écouter ça. Ça intéresse pas les gens de façon assez prononcée. Ou en tout cas, les gens qui me suivent. Parce qu'il y a des chroniqueurs qui pourraient te dire le contraire. Tu sais, mais ce qui marche, en ce qui me concerne, c'est ce qui se vend. Fait que plus ça... Ou quand tu tombes dans des trucs vraiment exceptionnels, là, tu sais, si je fais un truc avec un Ferrari Puro Sangue ou... bon, là, ça attire la curiosité. Mais si je fais si je fais une vidéo avec un Lexus TX 550H+, personne ne s'intéresse à ça, là. T'sais, fait que j'aurai pas de trafic là-dessus, comme j'aurai pas de trafic sur un Volvo EX90. Mais si je fais un RAV4, un F-150, une Honda Civic, une Prius, je le sais que ça tire, là. Mettons, je te dis, je suis un père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai un salaire conventionnel, je te dirais, le meilleur, je fais un achat aujourd'hui, là, Ouais. j'ai un montant X, mettons 50 000, c'est abordable pour ouais. tout le monde. Le pire véhicule est le meilleur véhicule que tu me conseillerais. Là. Tu dis ça, tu touches pas à ça, puis ça, tu peux aller vers ça. Le pire est le meilleur d'un coup sec de même. Le pire que j'ai essayé ces dernières années, je pense que c'est un Dodge Hornet hybride rechargeable. OK. C'est ça. Pas de valeur de revente. Toutes les cases sont cochées pour que ce soit un scénario catastrophe. Autrement dit, même si tu vas au concessionnaire, le deal du siècle, le taux du siècle, tu n'y irais pas. OK, je vais t'en donner un autre. Un VinFast VF8. Oui. Tu sais, je veux dire, même s'ils te font le deal du siècle, il n'y a aucune bonne raison d'acheter ça. Ils sont orphelins. Tu ne sais pas demain si la compagnie va être là. Tu sais que tu vas avoir des problèmes. C'est pas de savoir si, c'est de savoir quand. Ouais. Puis tu sais qu'on ne sera pas capable de le réparer adéquatement. Écoute, on fait affaire avec des garages Napa indépendants pour la réparation de ces véhicules-là parce qu'au concessionnaire, on n'a même pas regardé. Tu sais, tu peux pas là, acheter ça puis avoir une quelconque tranquillité d'esprit. Ça ne marche pas. À l'opposé, j'ai envie de te dire qu'une Subaru Crosstrek, où, tu sais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un véhicule qui est mieux conçu que ça pour les besoins des automobilistes québécois. Effectivement, c'est Tu très sais, c'est rationnel. un produit solide, fiable, coût de possession minimum, valeur de revente élevée, Sécuritaire. super bon rouage intégral. Peu importe tu habites où dans la province, que tu sois sur le plateau ou en Gaspésie, tu vas toujours être capable de faire face à la musique, dans des nids de poules, dans des tempêtes de neige ou peu importe. C'est vrai, c'est ce genre de petit véhicule-là qui, je pense, correspond aux besoins des acheteurs québécois plus que jamais. Puis il y a des équivalents chez d'autres marques qui ne font pas la moitié de la job, là. Mais cette voiture-là chez Subaru, c'est exceptionnel. C'est pour ça que la valeur de revente est forte. Bien, absolument. Ça vient de Puis, donner tu sais, la j'avais réponse. envie de te parler de l'Outback aussi, mais cette année, ils m'ont vraiment fâché, Subaru, là. Parce qu'ils ont scrappé 25 ans de travail réputationnel avec un design qui est épouvantable. Puis tu vas me dire, oui, le design, c'est subjectif. C'est vrai. Il y a un commun. Sauf que là, tu manques de respect à la clientèle qui, depuis 25-30 ans, depuis 30 ans, t'es fidèle. Parce que depuis 1995, Subaru vend une Outback sous une formule bien précise. Et là, tu viens de scraper la formule en disant, on n'a plus besoin de se baser sur la Legacy qui n'existe plus. On va faire un vrai VUS, puis on va y donner un look beaucoup plus aventurier, ou vois ça comme tu voudras. Mais il y a des gens qui ont apprécié la formule de l'Outback depuis des années parce que ça passait un peu sous le radar. C'est rationnel dans C'était élégant. Ou sans être élégant, ça ne dérangeait personne. Non. Là, tu déranges. Là. Puis il y a des gens qui veulent passer inaperçus et qui n'accepteront jamais de changer l'Outback qu'ils ont actuellement pour la nouvelle génération. Écoutez bien ça, les gens de Subaru, là, c'est important. Puis je veux dire, ça enlève rien à la qualité du véhicule parce qu'une Outback, ça roule quand même magnifiquement bien, mais plus regardable. Là. Non, c'est un commentaire de plusieurs journalistes, effectivement. Et des gens, bon, on était au Salon de l'Auto de Québec il y a quelques semaines, puis j'ai eu ces commentaires-là à plusieurs reprises. Tu sais, des gens qui, regarde, moi, ça fait 3 Outback que j'ai. Qu'est-ce que tu penses du Sorento? Vous n'aimez pas la nouvelle? Ah non, je ne peux pas m'asseoir là-dedans. De toute façon, les plastiques qu'ils mettent après ça, ils pensent que les gens vont aller dans le bois tout le temps. C'est pas vrai, là. On se promène en ville.
sais, théoriquement, les plastiques, c'est pour les branches, les choses de même. C'est pas le cas, là. On est ailleurs. L'équipe de designers l'a échappé complètement. C'est dommage. OK. Quand tu vas acheter une nouvelle voiture pour toi, personnellement, Antoine, Ouais. les manufacturiers vont te dire, ben Saint-Antoine, il donne un meilleur rabais, c'est plus facile à aller chercher qu'un consommateur normal, ou tu payes le prix normal? Ben, il y a différentes réponses à ça. Écoute, d'abord, je suis un journaliste qui achète des voitures, ce qui, d'entrée de jeu, est assez rare. Ouais. Parce qu'il y a bien des gars qui font mon métier qui n'ont pas acheté une voiture en 25 ans. Ou s'ils en ont une, c'est une espèce de leave behind, une auto à 2-3 000 $ qu'ils vont laisser traîner à gauche, à droite, le temps de se rendre d'un endroit à l'autre quand ils empruntent des voitures de presse, là. Mais moi, j'aime avoir mes choses. Il y a des semaines où je ne me prends pas de voiture de presse parce que je veux me retrouver dans mes affaires. Puis, souvent, là, que ce soit autant une Audi RS6 qu'un Nissan Rogue, quand j'ai fini ma job avec la voiture de presse que j'ai empruntée, même si c'est un véhicule qui me fait bien gros triper, je vais prendre mon véhicule à moi après. Parce que j'ai plus l'impression de travailler. Quand je suis dans mon véhicule à moi, je suis dans mon véhicule, puis je mets la switch à off. Je sais que ça a l'air drôle à dire, là, mais il m'est arrivé très souvent de dire, OK, bon, j'ai une super belle auto dans le cours, là, j'ai tel, je sais pas moi, Audi R8 ou peu importe c'est quoi. Ben non, elle reste là, puis je prends mon camion, puis je m'en vais faire mes commissions, puis voilà. Tu sais, Je peux corroborer aujourd'hui. Aujourd'hui au magasin, il est venu avec un Fiat. Ouais, la petite Belle Fiat 500. Ouais, c'est ça. Mais C'était comme ignorer la question, Antoine. Ils te font-tu vraiment un deal de plus parce que c'est Antoine? c'est arrivé, puis c'est arrivé que non. Tu sais, moi, je peux te donner l'exemple de ma Golf R. J'ai acheté une Golf R 2023 que j'ai commandée en octobre 2021 et que j'ai reçue en septembre 2023. Je l'ai attendue 23 mois, alors qu'il y a des gars qui l'ont eu quasi instantanément. J'ai pas eu une scène de rabais sur cette auto-là. Ils me l'ont financé à un taux quasi usuraire. Puis 6 mois après, ben il y en avait plein les cours à 0 % avec 2500 de rabais. C'est sûr que ça m'a un peu écœuré parce que quand je m'achète une voiture, sachant que je change relativement souvent, il y a quand même un critère qui demeure important pour moi, c'est le coût de possession versus la revente. Fait que je n'achèterai pas un véhicule si je sais que je vais subir une dépréciation super violente. Tu sais, peu importe c'est quoi. Surtout, tu es dans le domaine, fait que tu sais qu'est-ce Ouais. qu'il va... Puis, tu sais, j'ai passé à un cheveu, là, il y a quoi, 1 an et demi de ça. J'ai revendu ma Golf R assez rapidement, d'ailleurs, parce que j'avais un goût amer dans la gorge suite à ça. Aussi parce que j'ai eu des troubles avec, puis ça m'a un peu écœuré, là, mais je t'avoue que l'expérience transactionnelle de cette auto-là m'a laissé un goût amer parce que j'ai eu l'impression de me faire avoir, pas par le concessionnaire, c'est pas nécessairement de sa faute, mais la situation a fait que... Puis tu sais, j'avais pas envie d'être ce gars-là qui a acheté une Ioniq 5 10 000 overprice dans la folie des voitures électriques, puis qui a perdu 50 % de sa valeur en 2 ans parce que soudainement, il n'avait plein les cours, puis que là, les subventions avaient fait en sorte que la valeur avait baissé ou avait été altérée sérieusement. Tu sais, la Golf R, c'est un peu devenu ça. Il se vend aujourd'hui plus de Golf R que de GTI. Il y en a plein chez un concessionnaire. Là. Tu sais, c'est pas rare. Fait que, tu sais, Vaux a changé son fusil d'épaule par rapport à ça. Fait que c'est sûr que ça a été une transaction qui m'a laissé un peu amer. Mais, donc, c'est un critère important pour moi que c'est pas tant le prix initial de l'auto que combien je vais perdre au moment de la revente. Il y a ce facteur-là. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai annulé une commande d'une Audi A6 Allroad que je voulais avoir. Moi, j'aime beaucoup les voitures familiales. Je savais que c'était la dernière de sa race. Mais tu sais, l'auto est arrivée, puis ça coûtait 95 000 $. Puis le taux de financement était super élevé. Puis je voyais que c'est une auto qui allait perdre 30 000 de valeur en 2 ans. J'ai fait, non, ça marche plus, là. Tu sais. Et je me suis retourné de bord, puis je n'ai acheté une usagée à la place. Tu étais plus gagnant que l'acheter flambant neuf. Ben, en fait, tu vois, j'ai acheté la voiture usagée, je l'ai gardée 1 an, je l'ai revendue à un concessionnaire en perdant pas un sou. Fait que tu vois, ça c'était mieux. Puis là, tu vois, le dernier achat que j'ai fait, bien, il y a la petite Fiat, mais ça, c'était le deal que tout le monde voulait avoir à 125 $ par mois en location, là. Ça coûte moins cher qu'une carte aux puces. Je me suis même pas posé la question. Ça, c'est écœurant comme mais tu sais, je me suis acheté un camion que j'ai commandé à mon goût, aux spécifications que je voulais avoir. Puis
je veux dire, il y a tout le temps des deals pour des pick-up pleine grandeur. Quand c'est pas une promotion, c'est une autre. Fait que tout dépendant des mois, ça peut varier un peu. Mais il est financé à 0 %. Puis je prends jamais des termes de financement trop longs. Fait que oui, la mensualité est grosse, mais je sais que Tu ne vas jamais de ballon. Ah, j'aurai jamais de ballon, puis je vais le revendre je vais le revendre plus cher que ce que je dois sur le camion si je dois le revendre à un moment donné, parce qu'en plus, je surutilise pas mes véhicules, parce qu'aussi, j'ai des véhicules de presse. Fait que, tu sais, moi, un de mes véhicules, quand il a fait 10 000 km par année, c'est beau, là. Donc, c'est... Bon, mais oui, j'achète des véhicules. Ça fait aussi partie de l'expérience. Tu sais, les gens ne le réalisent pas, mais un chroniqueur automobile qui n'a jamais acheté un véhicule neuf de sa vie... Ça doit arriver, là. Ben non, ça arrive très souvent. Ben il ne sait pas nécessairement c'est quoi aller dans un concessionnaire, passer au financement, vivre l'expérience client. Puis tu vas dire, ouais, mais Antoine, toi, tu rentres dans un concessionnaire, les gens te connaissent, tu n'as peut-être pas la même expérience client que quelqu'un d'autre aurait. Bien, tu resterais surpris. Puis je vais t'en raconter une. Je pense que je me permets de le faire puis de le nommer ici aujourd'hui. J'ai fait affaire pendant plusieurs années avec Payet GM à Berthierville, où j'ai tout le temps eu un service très correct. Puis Jean-Claude Payet est un homme que j'admire énormément pour sa business. Alors, j'ai acheté 5 véhicules là-bas au fil des années. Camaro, Bolt, Sierra, Silverado. Puis au moment de remplacer mon Sierra récemment, ben, j'ai pas parlé avec le propriétaire de l'entreprise directement. J'ai appelé mon vendeur avec qui je faisais affaire là-bas. Comme Monsieur Tout-le-Monde. Comme Monsieur Tout-le-Monde. À 3 reprises, je l'ai appelé. J'ai pas eu de retour d'appel. Puis j'ai appelé le directeur financier pour savoir si je pouvais racheter le camion. Longue histoire courte, j'ai changé d'entreprise ou j'ai modifié mes numéros de compagnie. Donc, il fallait que le prêt du véhicule soit changé de compagnie. Et il était financé à un taux de 0 %, mais en changeant de compagnie, tu perds ce taux-là. Puis là, si tu fais une demande de refinancement, bien, tu tombes à un taux standard. Qui est d'aujourd'hui. Oui. Qui est bon. Alors, OK, je vais composer avec ça. Et j'ai contacté la directrice financière qui, elle, me dit, bien, tu dois financer sur un terme minimal de 60 mois. Je dis, ben non, il me reste 36 mois à payer sur le camion. Je l'avais acheté sur 60 mois, il me reste 36 mois. Mets-moi les sur 36 mois, je le sais que ça va me coûter plus cher mensuellement, mais si le taux est à 6,9, mets-le à 6,9 sur 36 au lieu de 0, puis ça sera ça, tu sais. Ah ben non, on ne peut pas faire ça, monsieur, c'est minimum 60 mois. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, j'ai appelé des amis dans d'autres concessionnaires GM. Ben non, voyons donc, c'est parce qu'il y a un programme de la Scotia en ce moment, puis si elle... plus de ristourne, elle donne plus de ristourne. Fait que j'ai fait, elle a essayé de m'avoir. Mon autre vendeur, il me rappelle pas. Ben tu sais-tu quoi? La réponse est là. La réponse est là. Puis, je fais toujours mes entretiens de mes véhicules GM. J'ai d'autres marques, là, mais j'ai ma Camaro puis mes camions, ben je vais toujours chez le même concessionnaire à Blainville. Alors, j'ai fait, ben, coudonc. Puis, en fait, quand j'ai eu cette réflexion-là, ça a donné cette journée-là. Puis c'est vraiment arrivé comme ça, là. Je passais devant le concessionnaire après être allé mener mon fils à l'école. Fait que je dis, tiens, sais-tu quoi, je vais arrêter. Je suis rentré comme n'importe qui. J'étais allé voir la réceptionniste. J'ai demandé à voir un vendeur que je ne connaissais pas. Le type qui s'appelle Guy m'a accueilli comme n'importe quel client. Je pense même pas qu'il savait j'étais qui. Je me suis assis avec lui. On a discuté, on a bâti mon camion en ligne, il m'a fait le prix, on a jasé un peu, on a conclu l'entente, fait de l'histoire. C'est bien pour dire. Tu sais, puis je n'ai pas demandé de faveur à personne, là. Okay. Rien, là. Le seul truc qui m'a déçu, c'est que je pensais avoir un camion fabriqué au Canada parce que j'avais demandé un Chevrolet. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'usine d'Oshawa en Ontario, qui soi-disant fabrique des véhicules pour les Canadiens, les fabrique plus pour les Américains, alors que nous, ben, ils nous envoient des camions du Mexique. Toi, Antoine, tu es un gars au fait de la technologie. Hein? Tu nous as conté ça au début, le web, tu es en avance sur tout le monde. Ben attends. Pas encore très à l'aise avec TikTok. Faudrait que tu sais. Mais ça, c'est dégénérationnel, ce oui, problème-là. c'est ça. Mais tout simplement pour dire, nous autres, dans notre commerce, l'intelligence artificielle change dramatiquement notre façon d'opérer et de travailler. Comment tu vois ça dans ton domaine à toi? On pose une question, on a une réponse comme s'il y avait 500 représentants journalistiques qui auraient répondu. C'est vraiment
impressionnant. Comment est-ce que tu vois ça pour l'avenir dans ton domaine? C'est une super question parce que, puis c'est pas un jeu de mots, parce que je sais, je peux même te garantir qu'il y a des gars qui font mon métier qui ont décidé d'arrêter d'écrire et qui font leur texte par l'intelligence artificielle. Bien, je connais Puis- des journalistes qui sont payés et ils vont chercher dans l'article. Oui, oui, c'est ça que je te dis. Alors, tu sais, puis je suis obligé de te dire que c'est pas si facile que ça à détecter. C'est Et vrai. moi, je le vois, là. Moi, je le vois parce que je connais la personne, puis je sais comment, normalement, elle fait ses tournures de phrases, puis tout ça. Puis là, je fais, OK, non, ça, c'est évident que c'est pas ça. Mais le commun des mortels, Il pourrait pas le tant. savoir. Puis évidemment, aujourd'hui, quand tu fais une recherche Google, ben l'intelligence Ça rentre artificielle, dedans. tu sais, ça rentre dedans. Fait que les choses vont évoluer. Il n'y aura pas de légifération, puis il n'y aura pas. Tu sais, il va falloir continuer à se démarquer par rapport à l'intelligence artificielle et ne pas voir l'intelligence artificielle comme un ennemi, mais comme un allié. Oui, absolument. Moi, je le vois vraiment comme ça. Oui. Tu sais, OK, je vais te donner un autre exemple. Quand on a commencé à voir dans mon domaine l'arrivée des influenceurs, au tournant des années 2010, là, les constructeurs automobiles, plutôt que d'inviter uniquement des chroniqueurs sur des lancements de véhicules, ben là, ils commençaient à inviter des influenceurs. C'est sûr qu'on trouvait ça drôle quand une belle fille arrivait dans un lancement média, qu'elle se prenait en photo avec le véhicule, puis qu'au moment d'aller l'essayer, ben, elle réalisait qu'il était manuel, puis elle n'avait jamais conduit manuel de sa vie. Mais tu sais quoi? C'est sa façon à elle de faire du contenu ou d'amener une information, puis moi, j'ai la mienne. Puis je suis qui, moi, en tant que chroniqueur automobile, pour juger de ce qu'elle a fait? Fait que plutôt que de regarder un influenceur comme un ennemi ou de le regarder de haut, ben moi, j'aime autant travailler avec ces gens-là, puis qu'on soit complémentaires. Je veux dire, on ne travaillera peut-être pas ensemble directement, mais je ne la verrai pas comme un concurrent direct puisqu'elle ne cible pas la même chose Non, ils ont que leur moi. clientèle. Fait que trouve-toi ta propre identité, fais tes choses à ta façon, distingue-toi, trouve ta voie, puis c'est correct comme ça. Puis l'intelligence artificielle, elle va t'aider, elle ne te nuira pas. Non. Si elle te nuit, c'est parce que tu essaies de faire comme elle. Oui. Tu sais, puis il n'y en a pas de réponse. On ne sait pas comment ça va évoluer. Puis il se peut très bien qu'il y ait un resserrage du métier. D'ailleurs, on le voit déjà, là, puis c'est vrai partout. Là. Les chroniqueurs sportifs, c'est la même chose aussi. Tu sais, il y a des métiers qui se perdent, puis il y a des gens qui sont plus capables d'en vivre parce que les médias sont en train de se transformer, parce que des influenceurs viennent prendre une partie de l'espace médiatique existant. Non, c'est un Bon, bel outil. tu sais, mais c'est juste, ça fait partie de l'évolution du métier. Ça va être quoi la prochaine étape? Tu sais? C'est ça, mais justement, avec tous ces changements-là, aujourd'hui, c'est encore payant d'être influenceur, chroniqueur automobile versus qu'on recule il y a juste 3, 4, 5 ans. C'est-tu plus dur de vivre aujourd'hui que c'était dans le passé? Ben, moi, je vais te dire non parce que je gagne mieux ma vie aujourd'hui que dans le passé. À cause des plateformes YouTube et autres? Ah, mais c'est sûr Dans que cette ça... optique-là, que ça l'aide beaucoup? Ou, Ben, c'est sûr que ça aide. Je veux dire, j'ai toujours, depuis longtemps, j'ai envie de te dire, là, même avant l'époque d'RPM, là, j'avais toujours en tête, puis je suis pas un bon homme d'affaires, puis je suis pas un gars qui gère ses sous, tu sais, vraiment, vraiment précisément. Tu sais, j'ai des gens que j'admire qui sont capables de faire ça beaucoup mieux que moi, là. Mais déjà, il y a 25 ans ou 20 ans, je savais que tout mettre ses œufs dans le même panier, c'était peut-être pas la meilleure des formules. Parce qu'il peut arriver une situation, puis t'es faite. Donc, d'avoir 2-3 médias ou d'avoir 2-3 endroits où tu peux travailler, ben ça fait en sorte que si jamais tu perds un contrat, tu en as 2 autres qui vont quand même t'aider. Même si tu perds ton plus gros contrat, ben au moins tu as un petit backup. T'sais. Fait que j'ai toujours travaillé un peu comme ça. Puis de fil en aiguille, ben, tu sais, là, c'est sûr que Québécois est mon gros client, disons ça comme ça. Puis que la plateforme est large parce que autant je fais Cube Radio que le Journal de Montréal, que le site du Guide de l'auto et le livre qui vient avec, tous ceux qui sont derrière Oui. toi d'ailleurs, Justement, on que en Salut parlait Bonjour, tantôt. là, tu sais. Alors oui, Québécois, c'est un gros client,
Mais en même temps, j'ai ma plateforme YouTube que je nourris et il y a une partie du contenu que je fais pour YouTube que je vends aussi à Québécois. Donc, eux, ça leur fait des vidéos disponibles à moindre coût que s'ils devaient les produire eux-mêmes initialement. C'est win-win pour les deux, puis c'est correct. Mais s'il arrive demain matin un gros crash chez Québécois et qu'on ferme le guide de l'auto, là, je dis pas que ça va arriver, là, loin de là, mais si ça devait arriver, bien, je me retrouve pas devant rien. A, B, C, tu comprends? Alors, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé au fil des dernières années. On a travaillé ensemble sur des trucs. Regarde, on fait un podcast ensemble. Oui. C'est un autre truc, c'est un autre arc, c'est une autre carte dans la manche que j'ai, que j'aime faire, puis ça me permet de me diversifier, de rencontrer des gens différents, d'élargir mon champ d'horizon. Parce que, je vais être honnête aussi, la chronique automobile, ça fait partie de mon métier. Mais c'est pas le truc qui, aujourd'hui, me fait le plus triper, là. Je l'ai fait longtemps. Puis ça, sans dire que je deviens blasé, c'est vraiment pas ça. J'adore encore l'automobile, mais c'est souvent du pareil au même. Et quand je réussis à trouver un filon sur un produit qui me permet justement d'amener une information qui est différente de ce que tu vas voir ailleurs ou de trouver un angle, ben ça, je suis content. Alors, pourquoi que je fais des vidéos aujourd'hui qui s'appellent « Combien coûte? » Ben parce que les gens ne parlent jamais de prix. Tu sais, je peux te dire que le véhicule coûte 50 000 $, mais ça ne dit rien aux gens. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien il sort de mes poches aux 2 semaines. Eh oui. Ouais. Parce que le prix d'un véhicule, tu sais, j'ai acheté un camion, moi, qui coûte 85 000 $. Ah oui, mais ça n'a pas de bon sens, 85 000 $. OK, mais c'est quoi le paiement? Parce que moi, je peux te dire, je suis arrivé avec un autre véhicule qui coûte 85 000 $, puis qui coûte 1,5 fois, 1,75 fois le prix en paiement mensuel. Le mien, il est financé à 0 %. Il y a X nombre de montants de rabais dessus. Une bonne valeur de revente après. Il va y avoir plusieurs impacts qui vont être... Mais tu sais, si je me tourne de bord et je m'en vais m'acheter une Porsche à 85 000, tu vois, elle financée à 8 % avec 6 000 $ de frais de concessionnaire dessus, pas la même chose qu'un produit Chevrolet. Fait que, tu sais, le prix est relatif, puis c'est pour ça que j'aime décortiquer un prix, un coût de possession, regarder une valeur résiduelle, regarder comment... Tu sais, l'aspect chiffre est une déviation que j'aime beaucoup dans l'automobile. C'est pour ça aussi, il y a quelques années, que j'ai insisté pour qu'on mette des paiements mensuels dans le guide de l'auto. C'est à titre indicatif, mais c'est une petite information de plus qui est bien le fun pour bien des gens puis qui leur permet de faire un choix un peu plus éclairé. Ou de réaliser à quel point une auto, ça peut coûter un bras. Parce que les gens ne le savent pas, mais des mensualités à 1 000, 1 200, 1 500 $ par mois pour des véhicules aujourd'hui, c'est même pas rare. C'est le prix de paiement d'une maison avant. Oui, c'est ça. Puis ça n'arrêtera pas. Là, Antoine, je pense que ça fait plus de 10 ans que tu fais de la télé, même si c'est pas 15 ans, même au total. Là. Tu dois commencer à te faire connaître un peu partout. Tu vas à l'épicerie, dépanneur. Comment tu réagis là-dessus? Surtout quand c'est les soirs, il est 9 h, puis ça ne tente pas de sortir chez vous, puis tu as besoin de sortir. Tu rencontres quelqu'un qui te connaît. Non, c'est pas... Là, je me plais à dire de ce temps-là que ça fait 50 livres que je fais de la télé, là. Mais, c'est une autre histoire. Mais, non. Il y a une différence entre une vedette et une personnalité publique. Aujourd'hui, oui, je peux me considérer comme une personnalité publique, que les gens reconnaissent parce qu'ils me voient à la télé. Salut, bonjour, puis l'émission de Marina Orsini que j'ai fait pendant 4 ans, puis bien sûr, le guide de l'auto, puis RPM. Je peux pas passer sous silence mes 8 ans à RPM. Tu sais, ça m'a fait connaître du grand public. Fait que oui, je me fais reconnaître, puis bon, mais c'est pas comme être une vedette. Tu sais, Michel Barrette, lui, il a plus de misère, là. Moi, ça, je trouve ça difficile. D'interpeller quand tu s'en vas... Ben, tu sais, parce que tu te retrouves dans des événements, puis tout le monde va avoir son 2 minutes avec Michel, puis c'est pas ça, là. Okay. Moi, les gens viennent me parler spécifiquement de voitures ou ont des questions, ou tu sais, bon... Moi, c'est ta vie personnelle à toi, non? Oui, ça, c'est pas... Généralement, c'est très respectueux. Puis, tu sais quoi? Je me suis développé un filtre à niaiserie très étanche pour tous les commentaires qu'il y a sur Internet. Fait que tu peux m'insulter autant que tu voudras. Mais ça arrive juste sur Internet. C'est rare que quelqu'un va venir te voir et va te traiter de sans-dessin en face à face. C'est arrivé. Le web. C'est arrivé. Mais c'est correct.
Moi, je vis très bien avec ça, que certaines personnes ne m'aiment pas, c'est correct. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Puis c'est sûr que j'ai dérangé beaucoup ce que j'appelle les électrifieux parce que je n'ai pas bu les paroles du gouvernement qui nous a garoché la voiture électrique dans la gorge à un niveau qui avait absolument aucun bon sens. Puis, tu sais, j'ai beau le dire, je ne suis absolument pas contre la voiture électrique, au contraire. Ça fait 3 que j'achète, là. Fait que c'est pas parce que je suis contre ça, mais c'est pas la seule solution. Puis, l'information est tout le temps unidirectionnelle au Québec. Il faut parler de la voiture électrique en bien, puis parler des voitures à essence en mal. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Bien, moi, je pense pas de même. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puis qu'il n'y a pas une seule vérité. Puis garde, là, on enregistre en ce moment, on est à la fin mars 2026, là, au moment d'enregistrer. Bien, le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord qui n'a pas reculé sur les règles de vente de véhicules électriques. Alors, est-ce qu'on est meilleur que tout le monde ou est-ce qu'on est le dindon de la farce? Moi, je pense que la réponse est quelque part entre les deux. Tu sais, je peux pas condamner ce que tout le reste de l'Amérique du Nord est en train de faire alors que nous, on est donc ben bon. Non, je pense pas que c'est comme ça. Là. Tu voyages, tu vois d'autres choses ailleurs, fait que tu es capable de comparer. Je vais juste parler avec mes collègues au Canada anglais qui font exactement le même métier que moi, puis ils n'en croient pas leurs oreilles quand je leur dis ça. Tu sais, quand je leur dis qu'au Québec, il faut être soit électrique, soit gaz, comme il faut être canadien nordique ou comme il faut être séparatiste ou nationaliste, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Un char, c'est un char? Non, pas au Québec. Parce qu'au Québec, là, si tu oses te promener avec un véhicule à moteur V6, tu es un assassin de la planète. C'est pour ça qu'il faut en prendre puis en laisser. Puis je veux pas tomber dans toute l'histoire politique de toutes les subventions qu'on a données, mais tu sais, on n'a pas de leçon à donner à personne. Non, je pense pas. Puis le retour des subventions, là, ça donne un petit peu... C'est une drôle d'expression, tu vas me dire. Ça donne un peu de gaz à ces passionnés de l'électrique, là, ou à ceux qui veulent que ça devienne la seule norme. Là. Mais en vérité, je pense qu'on fait juste pelleter par en avant en ce moment. Là. C'est pas comme ça. Tu sais, c'est pas comme ça que tu vas convaincre les gens d'acheter une technologie plutôt qu'une autre. C'est en leur prouvant que c'est efficace à long terme et que ça correspond à leurs besoins. Mais c'est parce que là, tu sais, le portefeuille des Québécois est plus hypothéqué que celui de n'importe quel autre individu en Amérique du Nord. Puis tu veux les inciter à aller s'acheter des chars neufs à 50 000 $, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Oui. On va toucher ta vie personnelle un peu. Fais pas ça. Parce qu'on sait que tu travailles fort, hein? Puis les gens qui travaillent fort, en passant, on a le même docteur qui nous suit. Comment tu fais pour concilier ta vie familiale, ta vie au travail et ton côté physique, ton entretien? Fait que ta vie familiale, ton corps, et dans tout ça, puis c'est parce que tu voyages, tu es en avion, tu manges quelquefois pas très bien. Non, ça paraît. Tu fais des heures excessives, puis moi, je sais que tu es extrêmement travaillant, puis je t'ai vu pousser la machine un peu forte quelquefois. Mais on vieillit. Comment tu fais pour concilier tout ça? Parce que tu as des enfants, puis tu te partages dans tout ça. Comment se fait pour arriver à point dans tout ça? De maintenir une santé, maintenir ta famille, les servir, puis... J'ai envie de te dire que le gros défi des prochaines années en ce qui me concerne, ça va être de prendre soin de moi. Je le sais. Charles t'en parle. Je le sais. Tu sais, perdre un peu de poids, gagner un peu de cardio, me trouver un équilibre, tu sais. Mais écoute, je sais que c'est contre nature, mais quand j'ai une idée dans la tête, je veux l'accomplir, puis quand elle est accomplie, j'ai le sentiment du devoir accompli. OK. Tu sais, fait qu'il faut que je me parle. Puis c'est arrivé tellement souvent, et je suis persuadé que tu sais de quoi je vais parler. C'est arrivé tellement souvent de me faire dire « Apprends à déléguer, Antoine, apprends à déléguer. » Et là, tu le fais, puis ça marche pas. Ou apprends à faire confiance. Et tu le fais, puis ça marche pas. Je te comprends. Puis, moi, comment je te dirais bien ça? Je pense que je suis quelqu'un qui fait le métier pour les bonnes raisons.
Puis il y en a beaucoup dans ce métier-là qui le font par opportunisme. Oui. Je suis obligé de te dire ça. Je nommerai pas personne. Mais moi, je pense que je fais le métier par passion d'abord et avant ça, c'est tout. sûr. Puis il y a des gens qui le font pour d'autres raisons. Puis je demande pas à personne d'être passionné de la même façon que moi. Il y en a qui sont passionnés par la Formule 1. J'haïs ça, la Formule 1. Ça me parle zéro. Mais quand tu dis zéro, là, et je ne concevois pas que tu peux triper à regarder une Corvette et une Chevette courir sur la même piste. Tu sais, je comprends qu'il y a de la recherche et développement, mais c'est quoi les chances du gars qui est en queue de peloton d'être capable d'aller rattraper celui qui a une machine 3 fois plus performante que lui? Fait que la F1, c'est ça. Fait que moi, ça me parle pas. Le monde de la course me fascine dans la mesure où il y a une saine compétition puis où c'est le pilote qui fait la différence, pas la voiture. Mais là, je vais te revenir différemment parce que tu ne réponds pas. Je réponds. Mais comment est-ce que ta femme ou ta conjointe, tes enfants, tu sais, parce qu'on a eu un peu une vie dans le même genre, à ma maison, papa est dessus. Comment est-ce que tu fais, tu sais, des fois, pour te rattraper? Parce qu'il faut se rattraper quelquefois. De quelle façon tu agis dans toute cette grande boule-là là, qui tourne alentour de toi pour satisfaire ton monde? Je suis obligé de te dire que c'est pas ma plus grande qualité. Ouais. C'est pas ma plus grande qualité parce que je suis comme ça, puis ça vient avec. Moi, comme je dis, des fois, il faut apprendre une pelule pour être moins passionné, je pense. Tu sais, je suis comme ça vient avec. Je le sais que c'est pas évident. C'était pas évident pour la mère de mes enfants. C'est pas évident pour ma conjointe actuellement. Mais elle le savait. OK. Autrement dit, elle n'est pas surprise du contexte actuel, que je voyage, que je travaille beaucoup, que je suis pas là à 17h30 pour souper. T'es pas niariste, mettons, paisible, stable. Et disons que je suis pas un fonctionnaire syndiqué. OK. Comprends-tu? OK. Puis non, je prendrai pas ma retraite à 65 ans tapant, mais, tu sais, je ne remettrai pas à plus tard un projet que j'ai envie de faire maintenant non plus. Tu sais, bon, puis là, je veux pas tomber dans le dramatique, mais mon père est décédé au jour 1 de sa retraite à 65 ans. Puis combien d'hommes se sont dit « Ah, moi, à ma retraite, je vais faire ça, je vais voyager, puis ils ne se sont jamais rendus là. » Oui, plusieurs. Fait que moi, si j'ai envie de faire un truc, puis qu'il y a quelque chose qui me passionne maintenant, bien, je veux le faire maintenant, parce que ça se peut que dans 5 ans, ce soit quelque chose qui ne me passionne pas. Tu sais? Tu vis beaucoup au présent. Bien, je vis... Ben, surtout depuis que mon père est décédé, puis que j'ai vu que c'est à partir du début de la soixantaine où il commençait à s'émanciper, à triper, à voyager, à voir des trucs. Puis là, ben la vie lui a joué un tour. En même temps, c'est pas un homme qui faisait attention à sa santé tant que ça. Puis moi, j'ai des signaux d'alarme qui popent. Donc là, il est où l'équilibre? Ça, c'est la partie plus difficile, ouais. OK, c'est cute, ça. Ouais. Ben, Puis évidemment, ben, tu sais, j'ai des enfants qui grandissent. Ouais. Fait que... Permis de conduire. Ouais, c'est ça. Fait que faut Papa va être stressé bientôt. Faut que tu t'assures que le tuteur ne penche pas trop d'un bord ou de l'autre. Faut que tu gardes ça un peu droit. De ce temps-là, là, je t'avoue que j'ai une... je suis très découragé par ce que je vois dans le système d'éducation. Puis j'essaye de trouver des petits éléments qui peuvent élever mon fils, notamment, à un niveau supérieur sans que je me fie sur le système d'éducation. Il y a bien des parents qui vont se fier sur l'école pour élever le monde. Moi, je me rends compte que non, pas tant que ça. Il y a bien des leçons qui sortent de l'école qui... bien sûr qu'il y a du positif. Là, non. Mais tu sais... La finition se fait à la maison. Puis tu sais, écoute, là, je nommerai pas l'individu en question, mais un orienteur dans une école secondaire qui conseille aux jeunes de décrocher, je comprends rien. Où est-ce qu'on est là aujourd'hui, en 2026, quand un orienteur dit à un jeune de secondaire 4, « Hey, tu devrais aller faire un DEP, là. Fais tel cours, là, si ça te tente, puis le reste. » Fait qu'il y a des amis à mon fils qui ont lâché l'école sous la recommandation d'un orienteur.
ou des fois du Ritalin sur nos futurs leaders. Tu sais, moi, fait que j'essaie de prendre un événement, une situation, puis d'en tirer le son, puis de montrer certains trucs à Fiston avec ça, dans la mesure où je suis capable de le faire. Est-ce que j'ai été le meilleur père? Est-ce que je suis celui qui est le plus présent? Ben non. Mais Je le sais. plus vrai. Mais tu sais, il y a des leçons à tirer d'un paquet de trucs, puis j'essaie juste que le tuteur demeure le plus droit possible. Ça pourrait être un autre podcast complet là-dessus. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Ouais. réel. On va aller à la super question. C'est quoi la pire cochonnerie que tu as conduit? Oh boy. Tu sais, genre, là, tu fermes la porte, là, c'est plastique incroyable. tombe également. On est déçus. Ça n'a pas de bon sens. Récemment, je suis obligé de te dire un Jeep Wagoneer S. Parce que c'est une version bêta d'un véhicule de production. C'était juste OK. pas prêt pour la commercialisation. Après ça, si tu retournes dans le passé, la Saturn Ion, une Pontiac Grand Prix GXP, il y en a eu, là, une GXP, ça n'avait aucun bon sens comme principe, ça. Tu avais une grosse berline, traction avant, avec des pneus plus larges en avant qu'en arrière, avec un V8 transversal. Ça se garochait tout bord, tout côté. C'était pas vilain en look, mais en conduite, ça avait juste aucun sens. La première fois que j'ai conduit une Tesla modèle Y, là, le premier modèle Y que j'ai conduit, j'ai fait quelle cochonnerie. Ça, c'était assemblé tout croche, là, vraiment. Les premiers, là. Je suis obligé de te dire qu'aujourd'hui, Tesla s'est énormément amélioré. Versus Mais ta ça, première c'était génération. effrayant. Mais ouais, récemment, là, c'était un Wagoneer OK. S. Puis pas parce que ça allait pas bien, juste parce qu'il n'y a rien de prêt là-dedans. Ouais. Belle voiture, mais C'est tout en test. Tu sais, c'est ça. C'est une version bêta. OK. Ouais. Les fameuses questions en rafale. On va commencer la première. C'est quoi ton véhicule de rêve, Antoine? Ben, je dis souvent que c'est une BMW Z8. Puis tu vois, c'est une voiture qui parle pas à tant de monde que ça. Une R8 V8 manuelle de Audi, j'adore ça. Là, une 2008-9, les premières. Là. Une belle, toit rigide, ça, j'aime ça. Mais une Z8, c'est une voiture qui me plairait énormément. Là. si je te dirais un manufacturier automobile avec lequel on devrait travailler pour le mettre plus à l'avant-plan, mettons quelqu'un qui ne veut pas investir, quel manufacturier qu'on devrait élever, là? Que tu penses, y a-t-il quelque chose ou tu sais un futur chinois qui viendrait? Quel manufacturier tu dis, là? Non, ben en fait, je suis obligé de te dire, moi, j'ai été très déçu quand Suzuki est parti. Oui, effectivement. Suzuki est un constructeur qui fabriquait des véhicules efficaces, fiables et qui répondaient aux besoins des automobilistes québécois. Moins aux États-Unis, là. Mais le retour de Suzuki avec une gamme de produits rationnels, j'y croirais. Puis même dans le contexte actuel. Ben, ça serait excellent, Spécialement là. de ce temps-là. Mitsubishi aussi. Mitsubishi, on ne le réalise pas, là, mais regardez la gamme de produits, là, puis tu fais, mais comment ils font pour survivre? Vous savez quoi? Mitsubishi, ils ont une clientèle qualifiée qui se renouvelle assez facilement. La fiabilité des produits est au rendez-vous. Ils ont une garantie imbattable. Incroyable. Puis les gens qui achètent des produits Mitsubishi, ils n'achètent pas une image, ils achètent le service qu'on leur donne, la garantie, la qualité du produit. Oui, il y a des défauts. Oui, ça consomme un peu plus. Oui, mais ça fait la job. Puis c'est sur ces marques-là qu'on n'a pas assez investi, je pense, alors qu'il y a des marques dont on ne prend pas soin, qui pensent... Tu sais, moi, des Infiniti, je suis obligé de te nommer Acura. Là. Acura, ça va pas bien en ce moment, mais Infiniti, c'est une blague. Là. Jaguar. Tu sais, Ouais. ça, C'est vrai. regarde, c'est fini. Là. Mais je pense C'est- que Suzuki t'a donné le bon mot parce que j'ai Oui. eu un Suzuki Forza quand ça a sorti. Non, pas mais de siège arrière. même les dernières SX4, les grands Vitara, tu sais, la Kizashi, si ça n'avait pas été de la donnée transmission CVT qui ont emprunté C'était les ailleurs, débuts. ça faisait une bonne job. Tu sais, Ouais. c'était des autos qui avaient vraiment leur raison d'être. Puis moi, je suis content de voir Kia aussi fort que ça aujourd'hui. Oui. Hey, souvenez-vous, c'était quoi Kia au début Hey. des années 2000? C'était une mauvaise blague, là. On disait, tu parles, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Et c'est tu ça. reviens, qu'est-ce qui reste? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on dit, c'est plus le cas. là. C'est Ah un ouais. leader, carrément un Et leader. sais-tu ce que je souhaite? Revoir des automobiles chez les Américains. Voir des voitures. On est-tu au même point que dans les années 80 quand les Japonais sont arrivés parce qu'ils n'étaient plus capables de faire une petite voiture?
Là, ça va être En fait, on va revenir. Moi j'y crois pas, là, tu sais. Ce qu'on appelle le VUS ou le multisegment est très à la mode depuis 20 ans. Les gens vont s'en lasser, puis on va découvrir d'autres catégories de véhicules très prochainement. Oui, oui, puis il faut que ça demeure. Il faut que ça demeure accessible. Là, là le problème qu'on a, c'est que... Là, je bifurque la question énormément, mais pourquoi on a des véhicules aussi chers aujourd'hui? C'est pas parce que les manufacturiers sont pas capables de faire d'argent avec le produit en tant que tel. C'est parce qu'il faut qu'ils payent la retraite de leurs employés syndiqués. Oui. Tu sais, un gars travaille 25 ans dans une usine de General Motors, va être payé 28 ans à salaire à 80 indexé au coût de la vie pour rester chez eux après, plus tous les avantages sociaux qui viennent avec, tout ça, ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est ce qui fait qu'un Dodge Durango, qui est pareil depuis presque... 17... Le premier Durango, là, tel qu'on le connaît, ça a été lancé en 2011. On est en 2026. Fait que ça fait 16 ans d'années modèles qu'on vend sans gros changement. Puis le Durango, il baisse pas de prix, là. Non. Tu sais? Non, je vais te donner un meilleur exemple que ça, puis t'en achètes, André. Un GMC Savannah. oui. Hey, ça fait-tu longtemps que c'est le même modèle? T'es obligé de te dire que je suis rentré au Georgian College en 96 en tant qu'étudiant. Et le GMC Savannah, tel qu'on le connaît aujourd'hui, sortait sur le marché. 30 ans plus tard, il est pareil. Ouais. On a modifié les mécaniques. Là, on a enlevé le 350 puis on a mis un 5.3. Puis là, c'est un 4.3 ou un 6.6. Ouais. Mais ça demeure la même caisse de tôle. Es-tu payante à 65 000 la copie, tu penses? Ben oui. Hein? Sauf que si ce n'était pas des employés syndiqués à payer chez eux à rien faire depuis 20 ans, ce camion-là pourrait coûter la moitié du prix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les véhicules abordables qu'on nous vend ici, donc les Mazda 3, les Nissan Sentra, les Kicks, les Chevrolet Trax, bien, c'est pas fait en Amérique du Nord. C'est fait en Corée, c'est fait au Mexique, des fois même au Japon. Même en Chine. Ben, puis en Chine, ça va arriver, c'est une question de temps. Fait que, tu sais, les véhicules plus abordables, ils sont fabriqués ailleurs qu'en Amérique du Nord, parce que là-bas, quand il y a des syndicats, c'est moins fort qu'ici, puis les coûts de fabrication, à cause des employés, sont moindres. Nissan ne pourrait pas continuer à vendre un Kicks et une Sentra si c'était fabriqué au Tennessee. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a un coût de base associé au véhicule pour les retraites, mettons genre 1 1500, qui ne peuvent pas le contourner. Fait que ça fait que le véhicule, il ne s'aborde pas dans un petit véhicule. Le prix ne peut pas se... Tu te souviens quand Nissan a lancé la Micra en 2014 sur le marché canadien? Ça, c'était une initiative de Christian Meunier. Qui n'existait pas aux États-Unis. Qui n'était pas vendue aux États-Unis. Christian Meunier avait convaincu, en fait, avait pris la décision d'amener cette voiture-là, de l'homologuer pour le marché canadien. Sais-tu c'était quoi le coût de fabrication à l'état brut d'une Micra de base à boîte manuelle, pas de clim, là? Là, on parle avant la publicité, le transport, tout ça, là. À l'état brut, là. Cette voiture-là, combien elle coûtait à fabriquer? 2800 $. Incroyable. C'est une vraie dose. Cette auto-là coûtait 9999 plus les frais de transport, préparation, là. Là, on parle en 2014-15, là. Ouais, quand ça mais la fabrication de la voiture en tant que telle, c'était 2800 $. Après ça, c'est tous les frais publicitaires, homologation, nomme-les, qui portent la facture peut-être à 9200 $, puis le concessionnaire te la vendait 10 000. Fait qu'il restait 800 $ dans une auto comme celle-là pour le concessionnaire, ou à peu près. Puis après ça, ben là, tu mettais des options, tu commençais à monter en gamme, puis bon. Mais le coût brut d'un véhicule, tu sais, je le dis souvent, là, Chevrolet, là, pourquoi ils veulent vendre des Tahoe puis des Suburban? Ça ne coûte pas une scène de plus à fabriquer qu'une Malibu, puis ils vendent ça 3 fois le prix. La Malibu, elle ne coûtait pas moins cher à fabriquer. Tu sais, je veux dire, surtout considérant le nombre de copies qu'ils font d'un Silverado, d'un Sierra. Mais comme disait tout le temps, le véhicule automobile transformé en SUV, qui est la même plateforme, est à 2 000, 4 000 de plus. Bien, le Kicks chez Nissan, c'est le plus bel exemple. Parce que la Nissan Versa hatchback est devenue un Kicks. C'est le même véhicule avec un autre habillage, puis oups, il était 4 500 $ de plus d'une année à l'autre.
Fait que c'est du peu profit, là. Ça coûte pas plus cher à faire un Kicks qu'une Versa. OK, ils ont mis un porte-bagages sur le toit. C'est tout. C'est ça qui est dispendieux. Il n'y a pas plus d'équipement dans un Kicks que dans une Versa. C'est la même plateforme, la même mécanique, la même base, les mêmes roues. Il n'y a rien de... Mais on vend ça comme un VUS plutôt qu'une voiture compacte. Puis l'Américain, il pense qu'il s'est acheté un truck. Puis maintenant, d'aller chercher une voiture, toi, achète ou loue? Qu'est-ce qui est mieux? Si c'est une électrique, je loue, c'est sûr. Parce que moi, je ne prendrai pas le risque financier de payer à 100 % un véhicule dont la valeur pourrait fluctuer autant positivement que négativement selon les décisions des gouvernements. Moi, je vais acheter un véhicule uniquement si je sais que je suis capable de prédire à long terme sa valeur. OK. Ça veut dire, toi, Antoine, en tant que journaliste, si ça faire ton métier, tu reprendrais la même traque journalistique? Oh non. J'ai pas de regrets parce que tu peux pas reculer en arrière. Non. Mais j'ai lambiné trop longtemps. Il y a des années où j'ai lambiné trop longtemps, où je me suis trop questionné, où j'ai manqué d'assurance. J'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire à un certain moment donné. Tu sais, j'ai souvent dit, si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais peut-être été... Tu sais, si j'avais pas été dans le domaine automobile, là, la photographie est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ouais. La publicité est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça m'insulte quand je vois des publicités mauvaises à l'os, là, avec des slogans cheap. Il y a tellement de créativité dans la publicité. C'est un domaine dans lequel j'aurais aimé travailler. Mais tu l'as indirectement encore en publicité, effectivement. Là. Oui. Parce que tu vends tes podcasts, mais, tu vends ton image. Oui, sauf que... mais pas directement. Mais pas directement. mais tu sais... C'est dur, là, tu sais, de reculer en arrière, puis est-ce que tu as tout fait les choses de la bonne façon? Est-ce que, avoir su, j'aurais tenté de percer le marché anglophone? Oui. Oui. Plus de marché. Sachant aujourd'hui ce que c'est, oui, j'aurais essayé de percer, de parfaire mon anglais plus rapidement. Là, je me débrouille pas pire, j'ai un accent effrayant, mais je me débrouille pas pire en anglais. Mais, tu sais, j'ai étudié en Ontario, puis quand je suis sorti de l'école, après 3 ans, mon anglais était loin d'être parfait. Pourquoi? Parce que j'ai préféré rester avec ma petite gang de Québécois là-bas plutôt que de me mêler puis de... Tu sais, ça, c'est une... Mais t'es jeune, tu le sais pas. C'est typiquement québécois. C'est typiquement québécois. Puis quand je suis sorti de l'école, j'aurais pu aller travailler en Ontario pour un manufacturier. Bien, je l'ai pas fait. Je suis revenu ici. Fait que Dieu sait, j'en serais où aujourd'hui. Tu sais, la plupart des gars avec qui j'ai étudié, André, sont propriétaires de concessionnaires automobiles aujourd'hui. Oui, Georgian College était quasiment fait pour ça. Je suis l'agneau sacrifié parmi ces millionnaires qui aujourd'hui, bon, je rigole un peu en disant ça, là, mais parce que posséder un concessionnaire, ça vient avec son lot de défis aussi, là. Mais un ou des. Mais fait que c'est un métier pour lequel je voue le plus grand respect, tu sais. Le métier de vendeur automobile, c'est aussi c'est un métier qui a été sali, dont la réputation est à son plus bas, et pourtant, c'est un métier qui est magnifique. Mais il y a tellement d'imposteurs là-dedans que, tu sais, la réputation est difficile. Ça, il ne faudra pas en parler des représentants automobiles parce qu'on pourra dire beaucoup de choses. Non, bon, puis pas juste des représentants, là. Tu sais... il y a des représentants, mais tu sais, ceux qui sont pas bons ne durent pas longtemps. Mais un directeur des ventes mal intentionné, qui trouve des tours de passe-passe, qui est là pour longtemps, mais qui salit la réputation d'un concessionnaire ou d'un réseau, non, ça j'en connais. J'en ai connu plusieurs. Puis c'est dans plusieurs domaines aussi, ça peut être la même chose. Oui, je sais, mais moi, je veux dire, je parle pour le domaine que je connais. Là, je le sais bien que dans le monde des magasins de meubles, ça doit être la même chose. Puis dans le monde des magasins d'articles de sport, ça doit être la même chose. Bon, mais je parle pour le domaine que je connais. Il y a énormément de défis. Fait que, tu sais, c'est sûr que si... Puis j'y ai pensé très souvent. Là, j'ai même eu des offres pour aller travailler dans l'industrie que je n'ai pas pris. Tu sais, j'ai décidé de... Bien, plus les années ont avancé, plus c'était clair à mon esprit que je sauterais plus la clôture. Tu sais, ça se pouvait plus rendu là. Mais j'ai décidé que je ne sauterais pas la clôture de 1.
et que je n'irai pas vers la facilitation, parce qu'il y a des groupes de concessionnaires qui m'ont approché pour que je devienne leur porte-parole. Il y a des concessionnaires récemment qui m'ont dit « Hey Antoine, laisse faire ça, là, ton pick-up, je vais t'en fournir un. » Non. Je pourrais en avoir un camion gratuit, là, puis je pourrais demander au constructeur de me prêter des véhicules à long terme. Tu veux garder ta liberté. Ouais. Je veux garder ma liberté, mon indépendance. Puis si du jour au lendemain, je décide de taper sur un constructeur, mais tu as la latitude de le faire. J'ai la latitude de le faire. Puis garde, en ce moment, Porsche me barrait parce que je suis allé dénoncer une situation qui se passe chez les concessionnaires qui me lève le cœur. Ben Porsche a décidé que c'était trop sévère, puis ils m'ont coupé voiture de presse. Parfait. Venez à cette question-là, la prochaine. Un nouveau chroniqueur automobile qui vient de commencer, c'est-tu dur d'avoir des autos de presse? Ben non, c'est plus facile que jamais. Ah ouais? Ben oui, parce que... Ben, je dis c'est plus facile. Il y a une question d'assurance, là, parce que tu peux pas commencer à 18 ans à emprunter des véhicules. Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à mettre la main sur une auto de presse, comme je le disais tantôt, il fallait que tu sois dans un journal, la télé ou la radio. Aujourd'hui, là, tu t'es parti à YouTube avec 4 followers, puis tu es capable de te vendre un peu, tu vas en avoir une auto de presse. Okay. D'autant plus que le parc automobile est beaucoup plus vaste qu'à l'époque. Fait que l'accès à une auto, c'est... Moi, c'est un outil, tu sais, je veux dire, ça fait partie de mon métier que d'emprunter des véhicules pour les analyser, les photographier, ici, c'est ça. Il y en a qui le voient comme un avantage social. Bien sûr que ça peut l'être, parce qu'il y a des gens qui n'achèteront pas de véhicules parce qu'ils roulent en voiture de presse à l'année. Mais c'est pas juste ça, le métier. Puis si tu commences dans le métier en pensant que c'est juste ça, le métier, oublie ça, tu le feras pas. Tu le feras pas. Tu as trop d'heures à mettre. Hein. Tu travailles pour le guide de l'auto web, télé et le guide d'auto livre aussi. Ouais. Comment tu vois, avec la perspective d'amener le guide de l'auto livre, considérant, mettons, l'intelligence artificielle, le web, comment tu vois l'avenir d'un gros guide en papier que le lendemain matin qui est sorti, il n'est pas dépassé, mais déjà... Comment tu vois toute cette aventure-là? Le guide de l'auto, il y a 30 ans, c'était la seule vérité. Puis le guide de l'auto est devenu, avec les années, et ça, il faut donner tout le crédit à Jacques Duval, est devenu une institution, est devenu une tradition québécoise qui n'existe nulle part ailleurs. Et on a dépassé le cap de dire j'achète le guide de l'auto parce que je veux avoir la dernière information disponible. Okay. Moi, je le sais, puis il n'y en a pas de solution parfaite, là. Je le sais que j'écris un texte pour le guide de l'auto et qu'il est possible qu'au moment où le livre arrive sur le marché, bien, il y a une information qui a été mise à jour ou qui devienne carrément erronée. C'est pas le fun, mais il faut que tu traces une ligne. Okay. Puis le guide de l'auto, aujourd'hui, je le vois comme un arrêt sur image et une façon pour le consommateur d'avoir tout dans un même environnement, alors que quand tu vas magasiner, ben, tu sais, c'est un peu comme un salon de l'auto. Tu vas dans un salon de l'auto, tous les manufacturiers, ben là, je dis tous les manufacturiers sont là, c'est plus vrai, là, mais tu sais... C'est la photo d'aujourd'hui. C'est la photo d'aujourd'hui. Puis toi, tu vas te faire une tête basée sur ce que tu vois dans un seul et même environnement, puis ça va être un outil qui va t'aider à magasiner. Bon, ça peut être un outil qui t'aide à te faire rêver, ça peut être du pur divertissement, OK, mais c'est un outil qui va t'aider à magasiner. Et le guide de l'auto, ça se donne en cadeau, ça s'échange. Il y a des entreprises comme la tienne qui en achètent 2, 3, 400 pour donner en cadeau à ses employés, à ses fournisseurs. Tu sais, ça existe pour ça. Hey, il se vend 60-70 000 copies de ça ce se livre-là collectionne. par an. Tu sais, c'est incroyable, là. Puis ça baisse pas. Non. Ça baisse pas. Fait que c'est sûr que rationnellement, tu n'achètes plus le guide de l'auto de la même façon que tu l'achetais il y a 30 ans, alors que quand ça sortait, c'était tout le monde sortait ses nouveaux modèles au mois de novembre ou au mois d'octobre. Puis là, tu avais la dernière information assez juste. Puis bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Tu sais, moi, je me plais à dire que quand tu achètes le guide de l'auto 2027, tu achètes le 2026 et 3/4. Okay. Parce que c'est sûr que le livre arrive sur les tablettes au milieu du mois d'août. Bien, le modèle qui va être présenté en novembre, dont personne ne nous a parlé, bien, il n'est pas dedans. Mais en même temps, tu vas avoir une information complète sur ce
ce qui existe au moment où le livre arrive en tablette, là, à une ou deux exceptions près. Là. C'est arrivé que... Puis ça, je suis obligé de te dire que c'est la faute des manufacturiers. Là. Ils savent tous là, qu'on sort un livre. Là. OK. Fait que, tu sais, si moi, on envoie des courriels à maintes et maintes reprises aux manufacturiers en leur disant « Nous, on s'en va à l'impression à telle date », bien, si tu nous envoies un message 2 jours plus tard en nous disant « Voici le nouveau Honda CR-V », ça ne te tentait pas de me l'envoyer la semaine passée? Ah non, on ne pouvait pas, c'était sous embargo. Tu sais, nous, on peut signer des releases, on peut signer des documents Confidentialité. de confidentialité, voilà, tu sais. Mais il y a des manufacturiers qui sont, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Tu en as des bons, tu en as des moins bons, bien, il y en a qui n'allument pas. Fait qu'ils mentent. Mais d'un autre côté, ça dépend toujours de ce que tu veux vendre aussi. Tu sais, si ton nouveau CR-V est dévoilé au mois d'octobre, mais que tu sais qu'il ne sera pas ses tablettes avant janvier, février, puis que tout au long de l'automne, tu vas avoir le modèle d'ancienne génération à vendre, bien, le manufacturier, lui, il peut bien décider que on ne leur donnera pas l'information tout de suite parce que tout le long de l'automne, bien, c'est l'ancien modèle qui va être à vendre, puis c'est ça qu'on aimerait voir dans le livre. Fait qu'il y a des jeux qui se jouent comme ça aussi. Mais je reviens à ce que tu me disais, ça reste un arrêt sur image puis une façon de tout avoir dans un seul et même ouvrage. Puis ça n'existe pas nulle part ailleurs aujourd'hui. Les Américains font plus ça, les Européens font plus ça. Des magazines, ça existe à peu près plus. Je ne sais pas si tu as regardé de quoi avait l'air un Road and Track aujourd'hui, mais c'est un feuillet paroissial par rapport à ce que ça a déjà été. Fait que le guide de l'auto, lui, ça ne change pas. Je vais avoir une question pour toi. Dans notre domaine, on a une espèce d'analogie tous les deux. Pour performer, il faut être en avant du marché. Ouais. Donc, moi, je suis abonné à des sites américains, européens. Je vais chercher des abonnements. Dans ton domaine à toi, où tu vas chercher tes sources pour être en avant du marché? Les concessionnaires, les consommateurs, le politique, puis toutes les questions que je reçois. J'en reçois de plus en plus, là. J'en reçois là, entre 50 et 75 par jour. Des questions du public, des interrogations. Tu sais, ça me nourrit énormément. Mais c'est sûr que mes contacts dans un réseau de concessionnaires dans les réseaux de concessionnaires sont très, très importants parce que les manufacturiers ne disent plus grand-chose. On t'envoie des réponses protocolaires qui veulent absolument rien dire. On se sac de plus en plus du Canada dans le contexte actuel. Fait que c'est sûr que la relation avec les relationnistes de presse, tout dépendant de l'entreprise, elle est, je ne veux pas dire de plus en plus difficile, mais disons que les manufacturiers accordent de moins en moins d'importance à ça. OK. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, là, si tu étais le directeur national des communications pour un constructeur automobile, tu étais le numéro 3 dans l'entreprise. Là, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Aujourd'hui, tu rentres puis tu es ça. Fait que c'est plus la même importance. T'sais, après ça, Elon Musk et Tesla, ben, eux, ils ont décidé qu'il n'y en avait pas de département de communication, point final, que ça serait c'est le public qui partagerait la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils ont eu tort? Au début, on pensait, mais je ne suis pas sûr. Ça marche très bien aujourd'hui. Là. Ben non. Après ça, Musk s'est mis le pied dans la bouche avec ses frasques. Là. Ouais. Alors ça, c'est à lui que revient la faute. Mais ça a fonctionné quand même. Oui. Donc, tu sais, un manufacturier peut décider de juste rien dire, puis c'est à toi d'aller chercher l'information d'une autre façon. Fait que, tu sais, quand je te dis, j'ai étudié dans un domaine, j'ai des amis qui ont étudié avec moi, sont aujourd'hui propriétaires de concessionnaires, puis il y en a là-dedans qui ne me diront pas toute la vérité parce qu'ils le savent bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir différentes sources d'informations. Si tu te fies juste à un communiqué de presse parce que le constructeur te dit « Oublie le projet, tu n'iras pas loin. » Il faut que tu valides. Ben oui. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon avec Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, exactement. Merci, Antoine, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Ah, ça m'a fait plaisir. Là, la question que j'avais pour toi, c'est normalement, je suis assis là. Là, je suis assis ici. J'ai-tu le même cachet d'habitude?
C'est pareil. Ben oui, on va lui donner un bon cachet. Ben ouais, exact. Il est venu en Fiat. Pauvre lui, il est assez souffert puis il a mal partout. Fait qu'on va lui donner un gros cachet pour la journée. Exactement. Ouais, mais je me suis rechargé chez vous. En plus, je t'ai siphonné 3 piastres d'énergie Mais électrique. honnêtement, je suis très content de t'avoir rencontré aujourd'hui parce que je sais que tu es quelqu'un d'intègre. C'est sur ça qu'on est associé avec toi dans l'entreprise souvent. Puis j'ai vu ton honnêteté être éprouvée et tu as passé souvent le test. Puis non, mais c'est important de nos jours. Ouais. Puis, tu montais des fois des textos, des choses sur soi de manufacturiers ou de gens. Mais l'intégrité, c'est quelque chose d'important pour Antoine et quelque chose d'important pour l'entreprise de Super. On est vraiment content de t'avoir rencontré et interviewé. Ben, moi aussi, le plaisir était pour moi. Regarde, j'ai pas eu à travailler Surtout de trop tester fort. une nouvelle position, une endroit assez. Hey, t'es obligé de... Pas que je veux décourager les futurs invités, mais je suis obligé de te dire que ça, c'est plus confortable. Ah ouais? Ouais. Ben là, c'est peut-être parce que, accessoirement, j'ai une côte de cassé, là. Les gens ne le voient pas, là. Là, on entre vraiment dans les détails. Mais là, c'est parce que tu touches à ton embonpoint, là. Fait que... OK. C'est tout le temps qu'on avait. Merci tout le monde Merci d'avoir Antoine. été là. On se retrouve pour un prochain podcast. Au revoir.